Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Bienvenue à tous et merci de votre fidélité à ce rendez-vous hebdomadaire. Nous passons environ un tiers de notre vie à dormir et la qualité des 2 tiers restants dépend beaucoup de ces nuits. Le sommeil est d'une importance cruciale pour le bon fonctionnement de notre organisme. Mal à s'endormir, réveil nocturne, apnée du sommeil, les troubles du sommeil ont un impact fortement négatif sur notre santé. Pourquoi dormons-nous mal? Comment se manifeste le manque de sommeil? Quels dormeurs sommes-nous? Comment prendre soin de notre sommeil? Mais surtout, comment bien dormir naturellement? Mes invités nous disent tout. Avec moi sur ce plateau, Étienne Sonou, il est psychologue, clinicien. Bonjour Monsieur Sonou et bienvenue. Bonjour Madame. Également avec nous sur ce plateau, Dr Edmond Rousseau, il est médecin naturopathe, consultant, formateur en médecine douce et en éducation sanitaire. Merci docteur pour la disponibilité. Merci Madame. Bonjour à tous et merci de votre fidélité également. Parmi les troubles de sommeil, nous parlerons avant tout de l'insomnie. Selon une étude de la Warwick Medical School, soutenue entre autres par l'OMS et publiée dans la revue Sleep, l'insomnie guette 150 millions de personnes dans les pays en développement. Monsieur Sonou, les troubles de sommeil, pour commencer, font référence à quoi? Bon, pour aller sur les troubles de sommeil, oui. Je pense qu'il faut d'abord revenir sur le fait que le sommeil, c'est quoi? D'accord, allez-y. Sa allez-y. fonction, ainsi de suite, les stades, et puis on va rentrer Allez-y, dans les oui. troubles. Parce que le fait d'en parler permet d'avoir des références par rapport aux troubles. Oui. Bon, le sommeil, tout vivant s'est rendu compte qu'il dort. Mhm. Bon, donc les gens se sont demandé, les gens ce sont les scientifiques, les médecins en particulier, le sommeil, c'est quoi? Et puis, beaucoup de recherches ont été faites sur le sommeil. On s'est rendu compte que le sommeil, c'est d'abord pour notre survie. D'ailleurs, celui qui ne dort pas pendant un temps assez long serait candidat vraiment à la mort. Bon, le sommeil, c'est aussi... le sommeil a aussi des fonctions telles que la réparation du sucre du cerveau, le glycogène. Le sommeil permet également de réparer un certain nombre de choses dans notre organisme. C'est pendant le sommeil que certaines fonctions telles que la reproduction, des fonctions comme reproduction se font. Et certains hormones de croissance sont libérés pendant le temps de sommeil. Et j'en passe. Bon, Revenant aux troubles. En gros, voilà ce que je peux dire. Il peut y avoir beaucoup d'autres choses oui. pour les fonctions de sommeil. Bon, et là, les gens, avant toujours d'aller aux troubles, oui, je pense que c'est nécessaire de voir les stades de sommeil. En gros, il y a l'endormissement avec toutes les étapes normalement. Ensuite, il y a le temps de sommeil profond. Et là, par rapport au sommeil profond, il y a une phase qui vient, pas pour perturber, il y a une phase qui intervient chaque fois. On parle de sommeil paradoxal, qui n'est pas une phase en tant que telle qu'on va situer à un niveau. Mais ça peut venir à tout moment. Pendant le sommeil. Voilà, et c'est pendant ce temps que les rêves se produisent normalement. Là, lorsqu'on voit un peu de près, par rapport à ce que je viens de dire, lorsque quelqu'un va au lit, et dans les tout premiers jours, jusqu'à une vingtaine de minutes, ne dort pas, il est déjà dans un cas d'insomnie, d'endormissement. Oui. Et des fois, on se lève la nuit, ou bien on a soif, ou bien quelque chose nous fait lever, c'est peut-être un bruit, on se lève. Pour retrouver le sommeil, on va parler d'endormissement. Lorsque jusqu'à une dizaine de minutes, on ne retrouve pas le sommeil, déjà, il y a un petit problème là. Voilà, disons sommairement ce que je peux dire au niveau des stades de sommeil. Maintenant, les troubles de sommeil, j'ai parlé tout à l'heure d'insomnie, d'endormissement, d'insomnie, de réendormissement. Si on doit, disons, regrouper, c'est les deux côtés, c'est juste ce que je vais citer.
pour ce qu'on peut appeler les troubles du sommeil. Donc ce sont des perturbations qui arrivent. Ce sont des perturbations qui arrivent. Ça peut être au début du sommeil. C'est peut-être après un temps de sommeil, on veut retrouver le sommeil, on n'arrive pas à retrouver le sommeil. Ça peut être aussi certaines perturbations que l'individu retrouve pendant le sommeil profond. Je prends le cas de ceux qui ont été victimes d'un traumatisme et qui sont dans le cas de stress post-traumatique. Il peut se lever parce que ce qui s'est passé va apparaître comme, disons, un rêve, un cauchemar, et ça le réveille rapidement, il se réveille, commence par crier. Bon, on peut prendre aussi le cas de sapeur-pompier, par exemple, qui, après avoir vu plusieurs accidents atroces, étant en train de dormir, se trouve dans le rêve avec les cas d'accidents. Là, il se réveille en sursaut. Voilà, c'est des cas de troubles de sommeil. D'accord. Pour les cas de troubles de sommeil, vous avez cité l'insomnie. Docteur Onsou, quand est-ce qu'on parle d'insomnie? Oui, on parle d'insomnie quand il y a insuffisance de sommeil. Insuffisance de sommeil, est-ce que c'est quand on ne dort pas sur tel nombre d'heures ou quand on n'a pas bien dormi? Oui, quand on ne dort pas normalement sur le nombre d'heures. Et si je prends insomnie chez les enfants, d'abord les bébés dorment beaucoup. Ils atteignent nourriture et sommeil. Donc ils peuvent aller jusqu'à 15 heures de sommeil chez les bébés. Chez les enfants, c'est de 10 heures à 12 heures. Ça peut dépasser. Par jour, hein? Par jour, bien sûr. On ajoute les quelques minutes de sieste. Il faut encore ajouter. Alors, chez les personnes âgées, là, les personnes âgées dorment peu, puisque à cause du ralentissement de la fonction organique chez les personnes âgées. Okay. Maintenant, quand nous prenons les adultes, c'est normalement de 8 heures à 9 heures de sommeil. Par jour. C'est ce qui est recommandé. Moins de ça, on peut parler d'insuffisance d'insomnie. Monsieur Sonou? Oui, vous... J'interviens par rapport à ça. Oui, allez-y. Et bon, on ne va pas se contredire. Bon, la situation, c'est ceci. Il peut arriver volontairement que quelqu'un arrive à écourter son propre sommeil. Là, c'est volontaire. C'est volontaire. Mais les baromètres même, des cas d'insomnie, quand on parle de troubles de sommeil, il y a la déficience de sommeil et, disons, l'excès de sommeil également. Bon, pour le déficit de sommeil, l'insomnie, vraiment, lorsque quelqu'un peut ne pas atteindre, si c'est le bébé par exemple, le bébé n'a peut-être pas de choix parce qu'il est en pleine croissance, il doit dormir suffisamment. Oui. Mais là, lorsque ce bébé a des perturbations, il n'arrive pas à dormir tout le temps, c'est normal que déjà ses parents aillent alerter un pédiatre pour voir ce qui se passe. Un adulte qui a une difficulté ou bien qui a un projet, il doit travailler la nuit, il peut écouter ses propres durées de sommeil. Mais les baromètres importants, c'est lorsque déjà il va au lit, il n'arrive pas à retrouver le sommeil jusqu'à 15 à 20 minutes, ou bien quand il se lève la nuit alors qu'il n'a pas la volonté de rester en éveil jusqu'à 10 minutes, ne trouve pas le sommeil, là il est dans un cas vraiment, un cas déclaré d'insomnie. C'est ce que je peux ajouter. Donc est-ce qu'on peut conclure que quand on parle d'insomnie, on se base forcément sur l'heure, le temps passé à dormir? Bon, comme il vient de le dire, je pense qu'en fait, réglementairement, c'est ça. Il faut atteindre la norme. Mais est-ce qu'il n'y a pas des personnes qui, même sans dormir 8 heures de temps, dorment bien? Oui. 8 heures ou 9 heures de temps, dorment bien. Et le cas de sommeil profond, les gens arrivent à récupérer. Ils arrivent à récupérer parce que avec le temps, dans la deuxième moitié de la nuit, par exemple, il y a la phase 4 du sommeil où le sommeil est vraiment profond. Mais, comme je l'ai dit, c'est souvent émaillé de l'intervention du sommeil paradoxal, qui est un temps, lorsque les neurologues font l'électroencéphalogramme, ils se retrouvent qu'en fait, le tableau qu'ils voient, c'est un tableau de veille, comme si l'individu est en activité normalement. C'est pourquoi on parle de sommeil paradoxal. Docteur Onsou, on a parlé de cycle de sommeil déjà. Et pendant la nuit, le sommeil se découpe en combien de cycles? Pendant la nuit, il semble que le sommeil
en 2 ou 3 cycles. Il y a, comme il vient de le dire, il y a le sommeil lent, qu'on appelle sommeil réparateur, et suivi de sommeil paradoxal qui est émaillé de rêve. Bon, le temps de ces 2 sommeils, je ne sais pas, ça peut atteindre 90 minutes. Je crois que c'est comme ça, il va infirmer ou confirmer. Voilà. Monsieur Sonou, 90 minutes par cycle de sommeil. Oui, en général, 90 minutes par cycle de sommeil. Il faut dire que le sommeil paradoxal fait jusqu'à 15 minutes, 20 minutes par là, normalement, parce que c'est une phase qui intervient. Lorsque ça intervient, disons, les rythmes sont beaucoup plus rapides, mais ça passe et les phases continuent normalement. Comment est-ce qu'on évolue un besoin de sommeil? On évalue, pardon, un besoin de sommeil. Les besoins de sommeil? Oui. Là, votre question, c'est-à-dire qu'un individu, un individu a besoin de sommeil, c'est bien ça? Oui. Normalement, lui-même doit le savoir, parce que le sommeil se réclame de lui-même. Hein. Okay. C'est-à-dire que s'il est un individu, je pense que quand vous ne lui donnez pas sa dose, lui-même vient réclamer la dose normalement. C'est que dans la journée, sans avoir un problème de lésion cérébrale ou bien sans avoir un problème de prise en charge médicamenteuse, telle que les psychotropes par exemple, vous pouvez avoir dans la journée, sans que ce soit des siestes, vous serez dans une certaine perturbation, surtout ceux qui conduisent. Quand ils ne dorment pas la nuit, vous voyez des chauffeurs volants qui à un moment donné ne commencent pas à sommeiller. Il y en a même qui déraillent. Ils déraillent, c'est à cause des accidents. Voilà. Donc, en principe, un individu qui ne dort pas, lui-même sent que ça ne va pas. Il sent que ça ne va pas. Maintenant, il y a d'autres indicateurs qui permettent de savoir que, ah tiens, cette personne a un problème de sommeil. Lesquels, par exemple? Bon, ces indicateurs, c'est lorsqu'il se présente devant un médecin. Okay. Vous voyez, c'est quand il se présente devant un médecin et que, bon, maintenant, je pense que le premier baromètre, c'est de lui demander lui-même d'abord comment il dort. Et il va dire, bon, voilà, tel que ça se passe. Maintenant, quand il rentre dans les détails, tel que quand je vais au lit, je ne dors pas tôt. Quand je me réveille, je ne dors pas tôt. Je me réveille à 5 h, 6 et 4 h, je n'ai plus de sommeil. C'est des indicateurs pour savoir qu'il y a un problème de trouble de sommeil. Docteur Nsou, qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est la quantité ou la qualité du sommeil? C'est plutôt la qualité du sommeil. Et quand on parle de qualité, qu'est-ce qu'on y met? Quand on parle de qualité, alors on dort normalement et les blessures se réparent. Les tissus et les organes perturbés se retrouvent. L'organisme retrouve son bon fonctionnement. C'est là qu'on peut parler d'une bonne qualité de sommeil. Le matin, on se sent bien. On se sent frais, dispo. En pleine forme. En pleine forme pour affronter la vie. Monsieur Sonon, vous avez parlé, quand vous parliez de quantité, on a parlé de quantité en rapport avec le temps où on doit dormir et selon l'âge de l'individu. Mais est-ce que dans la qualité, il y a des facteurs également qu'on doit prendre en compte? À part le réveil matinal où on se sent bien, où on est en pleine forme, est-ce qu'il y a d'autres facteurs? Oui, bon, dans la qualité, on va parler de l'hygiène du sommeil. Okay. C'est-à-dire, quand on parle de qualité, dans un domaine, il y a forcément l'hygiène qui accompagne la qualité. Et c'est l'hygiène qui va donner, disons, le degré de cette qualité-là. Par exemple, quelqu'un qui dort, quel que soit ce qu'il veut, hein, s'il dort à côté, bon, là où il y a du bruit, et il peut dire lui aussi que son sommeil est de qualité, mais je ne pense pas. Parce que la fréquence vibratoire du bruit va perturber forcément, disons, les mouvements électriques au niveau du cerveau. Maintenant, il ne s'agit pas de rester au lit, de se lever, de dire, bon, moi-même, j'ai dormi, j'ai fait les 8 heures, je suis resté au lit, c'est pas ça. Est-ce que réellement, il a trouvé un sommeil profond est-ce qu'il a retrouvé un sommeil profond? Est-ce que son sommeil a été reposant? Si ça n'a pas été le cas, ça veut dire qu'il y a un problème. Peut-être plus loin, on va rentrer dans certains détails liés à cela. En moyenne, combien de temps mettons à s'endormir quand on va au lit? Au début, 15 à 20 minutes. 15 à 20 minutes. Oui. Donc, quand on fait plus, il faut commencer par s'inquiéter. Quand vous faites plus, normalement, vous faites plus et que ça rentre dans une certaine chronicité, il faut aller vers un médecin pour consulter. Et au début, même moi, je conseille aux gens, le fait d'aller voir les psychologues directement ne règle pas le problème. Parce que s'il avait déjà un problème physique sous-jacent,
on ne saura pas. Donc, il faudrait aller forcément vers le médecin d'abord et lui faire ses investigations pour se rendre compte, d'après ses lectures des analyses, de la conduite à tenir. On ne l'a pas dit quand on définissait l'insomnie, mais quand on fait le diagnostic de l'insomnie, est-ce que c'est déjà à la première semaine où on constate qu'on n'a pas bien dormi 1, 2, 3 fois, ou quand est-ce que ça intervient? Sur combien de temps est-ce qu'il faut constater le manque de sommeil et tout ce qui va avec pour conclure qu'on est... Normalement, on prend une semaine et on fait un tableau. Du lundi au dimanche. Oui. Et on voit tel jour, on a dormi pendant combien de temps. Okay. Et on mentionne. Au bout d'une semaine, on peut conclure soi-même si on a vraiment une bonne qualité de sommeil ou non pour se rendre chez un médecin. Est-ce qu'il y a des possibilités de rattraper le sommeil quand on n'a pas bien dormi? Bien sûr, il y a des possibilités. Par exemple, si dans la nuit, vous n'arrivez pas à bien dormir, dans la journée, vous savez, le sommeil fait partie, disons, ça rentre un peu dans un réflexe. Et dans l'autonomie cérébrale, lorsque vous ne dormez pas dans la journée normalement, ou bien jusqu'au début de la nuit déjà, disons, le corps même peut vous obliger à dormir. Vous sentez le besoin de dormir normalement, parce que le corps va s'auto-réguler à travers ce mécanisme en principe. Est-ce qu'on peut devoir le sommeil? Oui, normalement, on ne lutte pas contre le sommeil. Malheureusement, dans l'administration, peut-être la personne n'a pas bien dormi et au moment opportun, la personne retrouve le sommeil. Elle est obligée de lutter contre ce sommeil-là et c'est grave pour son état de santé. Malheureusement, vous l'avez dit, on ne peut pas venir dormir au boulot. Donc c'est pour ça qu'il faut bien dormir chez soi. Quelles sont les causes connues à ce jour pour l'insomnie, quand on est en cas d'insomnie? C'est réparti en deux catégories. Oui. Il y a les causes d'ordre physique et les causes d'ordre psychique. Quand on parle de causes d'ordre physique, c'est peut-être un problème hormonal, c'est peut-être un problème fonctionnel, un problème biologique. Lorsqu'on sort de ce cadre, il y a des causes, disons, d'ordre psychique. Par exemple, quelqu'un qui a un problème de deuil, ou bien il a été licencié, ou bien il a perdu un parent, j'ai parlé de tout à l'heure, bien il est dans le burn-out, par exemple, ou bien il a vécu un cas de stress post-traumatique qui n'a pas été résolu, ou bien, bon, il est là, il est chômeur, bon, c'est des causes d'ordre psychique. Des soucis quotidiens. Voilà. Maintenant, dans l'un ou l'autre cas, lorsque vous avez une question d'insomnie, je pense que le premier réflexe, c'est que la personne se rende à l'hôpital pour rencontrer un médecin. Si vous voyez, c'est bon, mais le plus indiqué, il peut voir un neurologue ou un psychiatre. Docteur Nsou, on a cité des facteurs, mais est-ce qu'il y a d'autres facteurs? Je prends par exemple les conditions dans sa chambre. Est-ce que les conditions réunies, est-ce que l'aspect de la chambre, est-ce que la façon dont il a disposé les choses, est-ce que ces facteurs-là interviennent également? Oui, ces facteurs interviennent beaucoup. Il y a la chambre qui doit être bien aérée, la chambre propre. Alors, la chambre qui ne doit pas être humide. Si la chambre est très humide, alors l'organisme pourrait contracter des affections respiratoires ou rhumatismales. Bon, il faut également que la chambre soit calme, pour pouvoir mieux dormir. Alors, à côté, c'est un problème. Parce que toi, tu peux envisager tous ces cas, mais à côté de toi, il y a le bruit, le voisinage qui va te créer de sérieux problèmes. Et en plus de ça, il faut éviter les appareils électromagnétiques. On ne doit pas dormir dans une chambre avec une télévision. On ne doit pas dormir dans une chambre avec un ordinateur, ni le téléphone à côté. On sait qu'aujourd'hui, on a pour habitude d'aller au lit avec son téléphone, d'être sur les réseaux sociaux.
Donc, est-ce qu'on peut comprendre, quand l'OMS dit qu'il y aura 150 millions de personnes souffrant, qui souffriraient d'insomnie, aujourd'hui, tout le monde le fait. On pense que mettre une télé dans sa chambre est source d'aisance, qu'on a de la télé partout, dans la chambre, à coucher, au salon. Ce sont des sources, des facteurs qui créent... Bon, de toutes les façons, tous ces cas sont toujours classés dans le contexte d'ordre physique. Oui. Maintenant, quand on parle de l'hygiène du sommeil, il est revenu là-dessus. Les ondes électromagnétiques, vous savez, le cerveau est hautement électromagnétique. Par exemple, quand on dit aux femmes de ne pas, surtout les femmes enceintes, de ne pas aller sous les hautes tensions, c'est compte tenu de l'émission des ondes qui se produisent dans ces endroits. Alors, pareil, lorsque, par exemple, vous voulez dormir et puis il y a le portable allumé, on peut avoir ces choses-là dans la chambre, mais il faut les éteindre complètement avant d'aller dormir. Et là, il n'y a pas une interaction entre ces appareils et le cerveau. Vous avez évoqué des facteurs qui, dans notre contexte africain, peut-être béninois, on pourrait se demander est-ce que c'est possible? On sait aujourd'hui que dans des familles, on est nombreux, que dans la même chambre, parfois, on voit des familles rester dans une chambre salon avec 2-3 enfants, le lit et tout ce qu'il y a comme rangement. Est-ce que dans ces conditions-là, on peut dire que ces personnes ne dorment jamais bien? Bon, ce qui est sûr, ça ne répond pas à une certaine hygiène. C'est par exemple, vous prenez un taxi maintenant, on vous dit que vous serez 1000, vous serez 6 derrière. Si vous arrivez à faire les 6 derrière, est-ce que vous serez à l'aise? Oui, vous allez vous asseoir, il y a les vaisseaux, hein, vous voyez. Donc, dans tout ça, la question d'hygiène de sommeil rentre en ligne de compte, comme je viens de l'expliquer tout à l'heure. Donc, on va se donner quand même, disons, une certaine possibilité de vie. De vie. Mieux vivre. Mieux vivre. Il faut mieux vivre. Il faut mieux vivre. C'est pas la peine quand on en a les moyens. Et c'est pas une question de moyens aussi. C'est une question d'aménagement. C'est une question d'aménagement. Okay. C'est comme la nourriture aussi. C'est pas une question de moyens. C'est une question de choisir, de savoir choisir selon les moyens pour être à l'aise. C'est une question d'aménagement. Quand vous parlez d'aménagement, vous faites référence à quoi? Est-ce qu'on n'est pas obligé de rester dans cette maison? On peut choisir bien mieux. Sûr, on peut le faire. Mais on peut nettoyer. Que ce soit bien aéré. Bon, vous savez que dans la respiration, chacun a quand même droit à une dose de respiration, d'oxygène. Donc, on aménage l'espace. On peut dire que la devanture à l'entrée principale, la nuit, on arrange certains dorment là-bas, peut-être les adultes, et en arrière-plan, les enfants. C'est un aménagement environnemental. Donc, tout dépend de comment est-ce qu'on s'arrange, les conditions qu'on met à sa propre disposition pour pouvoir dormir. Mais là, on n'a pas besoin d'être riche avant de laver ses habits. Vous êtes d'accord? Oui. Donc, c'est l'hygiène. Mais là, il faut déjà savoir que ne pas dormir a des conséquences sur sa santé pour pouvoir prendre ses dispositions en amont. C'est des informations ignorées. D'accord. Beaucoup de personnes. Docteur Nsou, vous étiez en train de sourire quand on parlait de l'exiguïté des chambres, quand on parlait de la façon dont on se comporte dans les maisons. Qu'est-ce qui vous fait autant sourire? Vous rencontrez des cas où des patients se plaignent de ces conditions-là, c'est ça? Oui, bien sûr, puisqu'il y a eu un cas sérieux, et un jeune couple universitaire qui se sont mariés. Ils partageaient à l'époque la même chambre avec les parents. Eux, ils sont dans une chambre à coucher. Les parents sont dans l'autre chambre. Les frères et sœurs dorment au salon. Mais ce couple a eu des problèmes de stérilité pendant plus de 2 ans. Soyez pas les grands gynécologues de ce pays. Ils n'ont aucun problème. La femme n'a aucun problème. L'homme n'a aucun problème. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, fortuitement, moi je ne sais pas ce qui s'est passé. Je les ai reçus. Et j'ai demandé, mais puisque à voir les examens, tout est bon. J'ai dit, mais comment vous dormez? Cette question a suscité une grande réponse de la part de la femme. La femme a Elle est rentrée en détail. Elle est rentrée en détail. Elle a dit, la maison est sans plafond. Quand une aiguille tombe de l'autre côté, on entend de l'autre côté. Vous voyez déjà, la femme s'enferme
dans les avances amoureuses. Or, c'est peut-être ces avances amoureuses-là qui fait d'elle ce qu'elle est et doit vraiment permettre une fertilité. C'est tout. Donc, pour vous, ça va au-delà même du fait que ça trouble le sommeil. Du sommeil. On va revenir sur la question de la fertilité, peut-être avec Monsieur Sonon d'ici là. Mais quelle est la phase du sommeil où on récupère le plus? Durant toute la nuit ou durant toute la journée quand on dort? C'est ce que nous venons de dire. La phase 4, qui est la phase la plus profonde. Là, on a du mal à réveiller celui qui dort. Et le stade 1, c'est l'entrée, l'endormissement, bien l'assoupissement. Ça intervient à quel moment? Est-ce que c'est vers la matinée ou ça peut venir à tout moment? Non, vous savez, on parle de la chronobiologie à ce niveau. Okay. Vous savez, quand vous quittez ici maintenant, vous allez aux États-Unis, décalé de notre horloge ici de près de plus de 5 heures. Oui. Ouais, votre horaire va mettre du temps pour s'adapter là-bas. Donc, celui qui dort, quelle que soit l'heure à laquelle il dort, ces phases-là peuvent intervenir. Okay. C'est le problème, ça. Donc, il y a des gens, par exemple, qui ne dorment pas la nuit à cause de leur fonction, à cause de ce qu'ils font. Dans la journée, s'ils doivent dormir, donc ils ont une activité de sommeil diurne. S'ils devaient dormir, il faut que ces phases-là aussi interviennent. Donc, quel que soit... Oui, il n'y a pas... Bon, c'est le rythme biologique de chacun. L'horloge biologique de chacun, voilà. C'est un peu ce que je veux dire. Pourquoi dit-on que les femmes ont plus besoin de sommeil que les hommes? Oui, les femmes ont plus besoin de sommeil que les hommes. Bon, je vais donner quelques exemples. Oui. Parce que vous voyez, en Afrique, la femme travaille plus que les hommes. Et elle a besoin de récupérer l'énergie perdue. Ici, malgré ça, elle est perturbée dans son sommeil. Vous voyez ces problèmes. Donc, il y a ça. Aussi, bon, les femmes, vous voyez, c'est elles qui supportent la grossesse. Oh, quand la grossesse intervient, la femme a besoin d'un bon sommeil pour que l'enfant aussi soit apaisé. L'enfant puisse grandir, le fœtus puisse grandir normalement. Développer normalement. Donc, quelques exemples, mon confrère va compléter. Monsieur Sonon, pourquoi une femme a-t-elle besoin de dormir plus qu'un homme? Il a donné des détails. Comme on l'a dit, vous savez, il y a la production. La fonction reproductive. Oui. Les fonctions, on en a parlé déjà. Oui. Mais les hormones de croissance sont beaucoup plus libérées pendant le sommeil. Et quand on parle d'hormones de croissance, on n'est pas sans savoir que juste après, disons, la rencontre des deux gamètes, normalement, il y a une grande multiplication qui doit commencer à partir de là. Quand la femme est porteuse d'une grossesse, il va lui falloir quand même se reposer. Là, les gynécologues sont très mieux placés pour donner encore beaucoup d'autres détails que nous, on ne va peut-être pas donner. Sur les raisons pour lesquelles les femmes doivent dormir plus. En parlant de facteurs, je reviens là-dessus, de facteurs, nous n'avons pas énuméré peut-être la literie. Est-ce que c'est un facteur important, dormir sur un bon lit? Quand on sait que tout le monde n'a peut-être pas les moyens de s'offrir un bon lit pour vous. La question des moyens, je le répète, c'est une question d'organisation. Quand on parle du lit, c'est un problème de pesanteur qui se pose à ce niveau-là. Okay. C'est une question de pesanteur. Parce que en sciences physiques, lorsque vous êtes dénivelé par rapport au sol, ça veut dire que vous devez avoir une certaine aisance par rapport à l'influence de la Terre. Donc la question du lit apporte d'abord cette réponse. Non seulement ça, et disons, tout le mouvement de cette mouche-là vous met à l'aise par rapport à la détente du corps. Là, les kinésithérapeutes aussi peuvent donner de très bonnes réponses à ce niveau, bien les médecins qui sont les médecines physiques. La médecine physique peut apporter aussi de grandes réponses à ce niveau. Pour dire que sur les questions de sommeil, toutes les médecines sont concernées, la médecine en général. Je pense que c'est toute la médecine. Aux États-Unis, par exemple, il y a des unités médicales qui ne parlent que de ça. Parce que ça a tellement de rapports, même au niveau des perturbations sexuelles. La question du sommeil peut amener l'insomnie. L'insomnie peut avoir un rapport direct avec notre enfance. Peut-être en son temps, on va revenir là-dessus.
parlant des conséquences sur la santé. Les causes plutôt. Les causes, voilà, les causes de l'insomnie. Vous avez parlé de la consultation dans vos propos. Qui consulter notamment, puisque tout le monde est concerné. Quand est-ce qu'il faut consulter réellement? Est-ce que c'est dès la première semaine ou il faut attendre d'être sûr que ce n'est pas une insomnie passagère? À mon sens, oui. Lorsque ça vient, bon, en tout premier début, on ne s'inquiète pas. On se dit c'est peut-être passager. Maintenant, lorsque le lendemain, 2 jours après, 3 jours après, ça persiste, je pense qu'il vaut mieux ne pas tomber dans l'overdose de sa propre maladie. Il faut aller consulter. Ce que je réitère, oui, c'est que vous avez l'insomnie. La première des choses pour ne pas faire des tâtonnements, c'est d'aller vers un médecin d'abord. Et après, maintenant, si vous voulez être beaucoup plus pointu, vous allez chez un neurologue ou chez un psychiatre. Maintenant, si eux ils finissent de faire ce qu'ils devaient faire, eh bien, même, parce que ils savent. Quand il s'agira d'un problème psychique, ils le savent. Tel que c'est comme ça, après le traitement médicamenteux n'est pas mauvais parce que dans le titre, on disait point d'interrogation. C'est bien ça, non? Bon, le médicament va quand même faire son travail. On reviendra sur le traitement. Voilà. Il n'y a pas de souci. Docteur Nsou, quand on parlait de sieste, est-ce que les siestes aggravent l'insomnie ou permettent de récupérer le sommeil qu'on a manqué la nuit? Oui, les siestes n'aggravent pas l'insomnie. Ça permet de récupérer. Mais si on tombe dans hypersomnie, oui, où la personne dort, qui ne peut lasser, dort beaucoup, ça c'est un problème. Il faut vite aller en consultation. Donc ça également, c'est un problème. Donc dans les cas de sieste, on dort combien de temps? C'est 30-45 minutes. Au plus. Au plus. D'accord. Vous avez parlé de causes, on revient là-dessus en même temps avec vous, Monsieur Sono. Quelles sont les causes connues à ce jour de l'insomnie? Revenons sur, vous me le permettez, oui, sur la question de sieste. Oui. En fait, les malaises nocturnes, quand c'est plus aggravé, je pense que c'est recommandé aussi de diminuer les siestes dans la journée. Là, vous augmentez votre chance de sommeil nocturne, normalement. Mais au niveau des causes, telles qu'on le disait tout à l'heure, il y a plusieurs causes pour l'insomnie. Celui qui fait une dépression, il n'est pas vite allé pour sa prise en charge, oui, va rester là, disons, tonique, il trouve la force, il ne dort pas, il est là, il veut travailler, il veut faire des projets, ainsi de suite. Celui qui a aussi un problème au niveau de son boulot, le stress, le burn-out, tout ça là, c'est des causes. Maintenant, il y a, comme je l'ai dit, il peut y avoir des causes d'ordre physique. C'est lorsque, au niveau de l'alimentation, au niveau du fonctionnement du corps, ça ne va pas. Là, c'est des causes d'ordre physique. Ça peut être endocrinien, ça peut être d'ordre fonctionnel. Mais dans ce cas-là, il faudrait que le médecin fasse ses investigations ou orienter comment pour que la personne sache à quoi s'en tenir. Maintenant, toutefois, au niveau psychanalytique, il a été démontré qu'un enfant qui a besoin de sa maman, la maman, bon, a été occupée pour des raisons indépendantes de sa volonté, bon, n'est pas arrivé vite à l'allaiter. L'enfant est resté là, il va faire l'insomnie, il va garder à la feuille pour attendre que la maman vienne l'allaiter. Si ces phénomènes se répètent, cet enfant, quand il va grandir plus tard, ce qui est sûr, l'allaitement, tel que la psychanalyse l'a démontré, l'allaitement a aussi une phase de préfiguration de l'intimité. Vous voyez? Vous comprenez? C'est-à-dire, dans l'allaitement, oui, nous avons plusieurs mécanismes. Il y a la structuration déjà de la vie d'intimité qui est anticipée là déjà. Plus tard, lorsque cet enfant il est un homme ou bien une femme qui a des problèmes avec son partenaire et le partenaire lui refuse le sexe, c'est comme ce qui s'est passé à l'allaitement qui revient. Du coup, l'insomnie peut s'installer, disons, suivant une certaine chronicité. Maintenant, il y a des gens qui ont été violés sur le lit, par exemple. Alors, le lit leur rappelle le viol. Ça les empêche aussi de dormir. Ça peut créer aussi, disons, une insomnie. Il y a aussi des personnes qui ont vécu des cas d'inceste, ou bien on dit que les premières scènes, c'est justement ce que l'enfant va voir. L'enfant va surprendre ses parents
en train de tenir le rapport sexuel, par exemple, c'est des situations qui peuvent amener l'insomnie à l'enfant plus tard. Mais il faut vraiment faire un travail, une analyse un peu pointue, toujours revenir en au passé. collégialité avec la consultation médicale pour pouvoir régler ces problèmes. Vous avez évoqué un problème qu'on rencontre de plus en plus dans nos sociétés, les parents qui travaillent tout le temps, qui reviennent tard, qui rentrent tard, et donc parfois les enfants, même après avoir dîné, attendent de voir leurs parents avant d'aller au lit. Donc on a de plus en plus des couches tard. Est-ce que ces facteurs-là aggravent de plus en plus les cas d'insomnie qu'on rencontre? Bien sûr, c'est des cas qu'il faut prendre au sérieux. Et les parents, quelles que soient les occupations, doivent rentrer tôt. Sinon, ils sont en train de compliquer la vie aux enfants. L'enfant veut voir son papa arriver à la maison. Mais malheureusement, les enfants restent en éveil jusqu'à 23 heures, alors que la qualité du sommeil tourne autour de 22 heures. On reste en éveil et on ne voit même pas les parents. Le parent qui vient à la maison, il se lève tôt, l'enfant ne le voit pas. Mais l'enfant se trouve dans un état de détresse. Ce n'est pas bon. Il y a des choses à corriger. Sinon, ça nous crée de sérieux problèmes. C'est vrai. C'est vrai, aujourd'hui, le parent vous dira qu'il a besoin de travailler pour nourrir l'enfant, nourrir la famille. Mais est-ce qu'il y a là la possibilité de concilier le besoin de l'enfant, puisque peut-être l'enfant grandira avec? Oui. Bon, ça pose en même temps une question de qualité relationnelle avec les enfants. Voilà. Si déjà un enfant, au niveau sécuritaire, tout dépend de comment l'enfant est structuré. Hein. Le parent peut mettre à l'aise l'enfant. Et bon, s'il ne vient pas jusqu'à telle heure, voilà l'organisation à faire, rien ne m'est arrivé, je suis bien portant, je reviens à la maison. Là, ça rassure l'enfant. Il peut dormir. Il peut dormir, sachant que son papa, rien ne lui est arrivé. Sa maman est en bonne forme. Donc, c'est déjà un problème relationnel entre parents et enfants. Voilà, c'est un peu ça. Dans le cas de l'insomnie, parce qu'on reviendra sur d'autres troubles au cours de cette émission, est-ce que l'alimentation joue un rôle important? Bien sûr. Bien sûr. Vous savez, l'anémie peut créer des problèmes. Là, au plan physique, comme je le disais, il y a certaines spécialités médicales qui peuvent vous fournir beaucoup plus d'autres réponses. Voyez? Mais je sais quand même que ce qui est clair, si l'enfant n'est pas bien nourri et autres là, bon, au niveau métabolique, il y a des problèmes qui vont se poser. Là, les pédiatres sont bien placés pour donner des réponses, même les nutritionnistes également, pour donner ces réponses. Voilà. Oui, on dit également que quand on va au lit le soir, il faut manger moins gras, moins solide, et que quand on ne respecte pas ça, on risque de mal dormir. Est-ce que c'est systématique? Bon, ce qui est sûr, l'organisme a son biorhythme. C'est-à-dire que sur le plan au niveau digestif, le cerveau sait qu'à tel moment, le repas, la digestion, et ainsi de suite. Donc ceux qui mangent tard, ils peuvent avoir ces problèmes. Là, les gastro-entérologues aussi, je donne souvent ces lignes-là pour qu'on sache que c'est plus renvoyé à ces spécialistes qui sont bien placés pour donner, on ne va pas répondre à leur place. La réponse serait vraiment limitée. Mais ce qui est sûr, dans votre question, il se pose deux aspects. Il y a l'aspect, la question de surpoids, parce que pendant le temps de sommeil, nous travaillons moins. Donc, il y a un risque d'accumulation. Il y a un risque d'accumulation de sucre, d'autres matières, quand même, qui ne favorisent pas le fonctionnement du cœur. Bon. De l'autre côté, c'est comme si vous avez l'habitude, l'organisme, comme j'ai parlé de biorhythme, il y a une question de fréquence. Et le corps sait qu'à tel moment, telle chose doit se passer. Vous voyez, il y a certaines personnes, ou bien la plupart des hommes, nous avons des heures précises où nous allons à la selle. Des heures précises où nous faisons comme ça. Et notre corps est habitué déjà. Et quand on décale déjà, il y a une perturbation forcément qui se produit. Quand vous voyagez aujourd'hui, vous allez dans un pays qui est bien décalé de votre, en matière d'horloge, par exemple, il aura d'abord, vous serez perturbé. Et après, il y aura une synchronisation en harmonie avec l'horloge du milieu. Donc, c'est pour dire qu'il y a une question, disons, d'habitude, par exemple. Donc, votre question répond un peu à cela.
Il s'agit de sensibiliser avant tout sur les comportements à avoir pour bien dormir. Et souvent, on entend dire qu'il n'est pas conseillé de faire du sport avant d'aller au lit, alors qu'on sait que d'un autre côté, les médecins disent qu'il faut le soir marcher un peu pour libérer tout le stress de la maison. Est-ce qu'il n'y a pas de contraste entre les deux? Non. Avant de revenir sur ça, j'irai un peu sur la question d'alimentation. Oui, allez-y. Et en matière d'alimentation, il y a ce que nous mangeons qui importe beaucoup, la façon dont nous mangeons et l'heure à laquelle nous mangeons. OK. Si, vous l'avez dit, si nous, même les repas copieux composés d'aliments sains perturbent le sommeil, il faut manger. C'est pourquoi ils ont mis le dîner entre 19h et 21h pour permettre 2 heures de temps à l'individu d'aller marcher et s'activer avant de venir dormir. Malheureusement, les gens mangent à 23h. Le repas est peut-être prêt depuis 20h. Hein? On a parlé des parents qui viennent tard. Le repas est déjà prêt. Mais en ce moment-là, on nous a appris que l'heure du foie, c'est entre 1h et 3h du matin. Et voilà le foie qui est le patron de la digestion. Mais quelqu'un qui vient manger à 23h, il se crée d'énormes problèmes. D'énormes problèmes. On nous a appris depuis le CM2, il faut bien mâcher les repas avant de les avaler. Mais quand on est pressé d'aller au boulot, pressé d'aller faire ci, et on mange à la hâte. À la hâte. Comme on fait première impression au moulin, c'est un cortège de problèmes que nous avons à la suite. Dans l'insomnie. Dans l'insomnie. L'insomnie est le numéro 1. Parce que, un exemple très simple, quand l'estomac refuse, vous avez envoyé à l'estomac un grumeau qui le refuse de travailler, ça pourrit. Mais quand ça pourrit, ça appelle les gaz. Et maintenant, il y a l'indigestion, le diaphragme se déplace pour aller toucher la pointe du cœur. C'est des problèmes de douleur graves. La personne connaît l'insomnie, ne peut pas dormir. Voilà. Pour revenir à ma question, oui, allez-y. Votre question, oui, rappelez-moi ça. On parlait en effet du sport. Oui. Aujourd'hui, on nous dit qu'après avoir mangé, vous avez dit dans vos propos, il faut peut-être marcher pour libérer le stress de la journée. Et au même moment, il y a des assertions comme quoi il ne faut pas faire du sport avant d'aller au lit, que ça pourrait participer à l'insomnie. Non, on nous a appris que pour bien dormir, soit on a fait du sport dans la journée, ou bien quelques heures avant le coucher, il faut marcher. C'est ça qui explique que le manœuvre, lui dormira nettement plus que l'intellectuel. Parce qu'il a beaucoup travaillé. Il a beaucoup travaillé. Plus que l'intellectuel qui a réfléchi tout le temps et le cerveau a suinté des substances qui vont l'empêcher de dormir. Réfléchir également, on s'est fait travailler ses fonctions, Monsieur Sono. Oui, bon, c'est le côté cognitif. Hein. Maintenant, bon, le sommeil n'est pas fait pour réfléchir. Le sommeil, c'est fait pour dormir. Et quand vous dormez, vous sortez de tout mécanisme de conscience, en principe. Normalement, c'est ce que je pense. Oui, mais est-ce qu'il faut faire du sport avant d'aller au lit? Bon, les cardiologues le recommandent et ils ne vont jamais le dire en l'air. C'est en connaissance de cause, normalement. Bon, ce que nous pouvons dire là, c'est que vous faites le sport, il y a beaucoup de choses que vous libérez. Quand ils disent de libérer le stress, vous finissez, ça peut être le sport ou la relaxation. Quand vous faites ça, c'est-à-dire qu'il y a la remise du compteur à zéro au niveau nerveux, qui peut vous aider, disons, vous libérer des décharges. Bon, ça peut vous permettre de dormir normalement. Bon, maintenant, ceux qui sont dans le sport ou bien les activités physiques, eux aussi, ils peuvent dire beaucoup là, à ce niveau aussi. Dans le cas de l'insomnie, est-ce qu'il y a la position ou la façon de dormir intervient? Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire, quand on dort, peut-être sur le dos, sur le ventre, sur les côtés, est-ce que ce sont des facteurs qui interviennent quand on parle d'insomnie? Ces facteurs interviennent par rapport aux positions de dormir. Il y a certains éléments que moi je ne peux pas vous fournir. Mais il y a, bon, en question d'ergonomie par exemple, il y a des positions
qui ne permettent pas de régler telle activité ou telle autre. Maintenant, à chacun de voir. Il en a par exemple, quand ils dorment par exemple sur le dos, ils se retrouvent dans un sommeil, dans leur phase de sommeil paradoxal, se retrouvent dans des questions de rêves bizarres. Il en a, c'est le contraire, ainsi de suite. Donc ça dépend de la personne. Ça peut dépendre de la personne. Quelles sont les conséquences quand on dort mal? Les conséquences sont vraiment nombreuses. Comme je l'ai dit au début, celui qui ne dort pas du tout, dans un passé un peu lointain, ils ont testé un jeune homme qui a pu tenir au niveau de ne pas dormir pendant 11 jours. C'était un premier record qu'on avait eu. Mais au-delà de 7 ans, normalement, vous ne dormez pas. Il y en a qui disent, j'ai fait un mois, je n'ai pas dormi. Ce n'est pas vrai. C'est-à-dire qu'ils dorment un peu. Il y a le sommeil profond qui viennent. Ils arrivent à récupérer, ils se lèvent, ils font face toujours à leur stress, ainsi de suite. Mais n'est pas du tout dormi. Ça amène des problèmes. Maintenant, celui qui ne dort pas bien, il aura des perturbations au niveau de la mémoire. Il aura des perturbations au niveau cognitif. Niveau cognitif, c'est quoi? Pour éviter des thèmes techniques, la cognition, c'est l'organisation, disons, l'organisation psychique qui permet à un individu d'agir sur son environnement, sur lui-même, d'accord, de façon convenable. Et de faire ce qu'il faut faire de façon convenable. Vous voyez, on va parler de jugement à ce niveau-là. Donc, celui qui ne dort pas, au niveau cognitif, il est perturbé. Vous voyez, celui qui ne dort pas aussi, au niveau endocrinien, il commence par avoir des états d'humeur pas bien. Il peut s'énerver, à moins de choses, il est agité, ainsi de suite. Alors, quand on sort de ce cadre, on dit également, on signale également là, il y a certaines fonctions qui sont en rapport avec le sommeil. Par exemple, les hormones de croissance sont en rapport avec le sommeil. C'est pendant ce temps que ces hormones sont beaucoup plus libérées. Au niveau de la gamétogenèse, c'est un peu pareil également. Bon, et donc, il n'est pas, disons, à voir à ce niveau. Si je dois revenir sur l'exemple donné tout à l'heure par le docteur Rissou, je pense que de ce couple, il y a, disons, certaines relations. Ça peut être en rapport avec le sommeil. Et on sort de ces cadres également, j'en profite pour le dire. Oui. C'est-à-dire que lorsque, aujourd'hui, c'est recommandé que des psychologues interviennent en gynécologie, pas pour apprendre aux gynécologues ce qu'ils ont fait. Ils sont dans leur domaine à part entière. Maintenant, les questions de stress vont agir au niveau, depuis le système limbique. Ça passe par l'hypophyse. Et ça va amener des perturbations. Et ces perturbations vont aller sur les gonades. Et au niveau de sécrétion, lorsqu'on prend la glande cervicale de la femme, au lieu que la glande puisse nourrir les spermatozoïdes, peut produire des substances anti-spermatozoïdes. Et là... Donc détruire les spermatozoïdes. Détruire les spermatozoïdes. Ou bien, bon, l'anidation est un phénomène de rôtement vasculaire. Le refus ou bien la non-attestation de la femme à ce niveau, ça peut créer toujours des troubles qui peuvent empêcher, disons, c'est tout ce qui peut favoriser la vie de l'enfant. Là, c'est là où, bon, des psychologues ou des psychiatres également peuvent intervenir, pas forcément, c'est lorsque les gynécologues voient que, bon, tiens, avec ce qui se passe, ils peuvent faire intervenir d'autres spécialistes. Ça ne veut pas dire que quand il y a ces perturbations, il faudrait que le couple aussi arrive à expliquer ce qu'ils vivent. Sinon, les gynécologues ne peuvent pas savoir qu'ils dorment mal, ils ont tel et tel problème. C'est ce que je voudrais ajouter naturellement. Docteur Rissou, le rendement également au service ou dans ces activités doit forcément en pâtir quand on ne dort pas bien. Bien sûr, quand on ne dort pas bien. Et c'est là où je veux vraiment féliciter les psychologues. Ils ont leur place prépondérante dans cette affaire de l'insomnie. Parce que l'insomnie, non seulement ça concerne l'individu lui-même, mais ça concerne également la nation. Et la société. La société. L'individu va travailler quelque part. Et je prends le cas d'un grand responsable qui doit réfléchir pour prendre de grandes décisions, mais qui connaît l'insomnie, mais tout est foutu. Il a l'irritabilité, il a les maux de tête, les paupières sont lourdes, il ne se retrouve pas du tout. Il perd ses capacités cognitives, mais qu'est-ce qu'il va faire? Ça veut dire que le boulot est en l'air. La tête est en train de pourrir.
quelqu'un qui doit prendre des décisions est en train de pourrir. Donc l'insomnie est un problème de santé publique. Et il faut noter également les problèmes de blessures intérieures que cachent beaucoup de choses que les psychologues doivent résoudre. Quand vous parlez de blessures intérieures, vous faites référence à quoi? Je fais non seulement référence à des... On a été blessé, on vous a détruit. Ce que vous n'avez pas fait, on vous a détruit. Malheureusement, vous n'avez pas accepté. Vous n'avez pas accepté et vous traînez les séquelles à vie. Comme ça, vous ne pouvez pas dormir. Oui. Voilà. Le stress qui viendra tout le temps. Comment est-ce qu'on démarre une journée? Parce qu'on sait que d'habitude, on met les réveils pour se réveiller tôt, pour être à l'heure, pour répondre à un engagement. Est-ce parfois, quand le réveil sonne, on rajoute 5 minutes? Est-ce que cette façon de se réveiller nous permet d'être plus efficace ou d'avoir un bon réveil? De toute façon, si l'individu dort à des heures qu'il faut, et réglementairement, il y a des tranches recommandées qui sont des normes. 22h, 21h, 22h, comme il a dit. Mais quand vous allez déjà à 23h, de 23h à 6h, il faut voir le décalage qu'il faut. Ça n'atteint pas le nombre d'heures qu'il faut. Normalement, si la personne dort dans les délais, en principe, s'il n'a pas un problème de santé, il peut se réveiller naturellement parce que c'est une régulation du corps. C'est une régulation du corps. C'est comme si, par exemple, quelqu'un va aller au WC et il va faire le besoin tout le temps. À un moment donné, ça s'arrête de lui-même. Et puis, le sommeil, c'est pareil. D'accord. Et ça, normalement. Quand on est en phase d'insomnie, quel est le traitement qu'on propose? Vous avez parlé de traitement médicamenteux qui est nécessaire. Nécessaire, voire obligatoire. Et sans aller là, on ne peut pas savoir le problème sous-jacent qu'il a. Il est vrai, il y a une question de personnalité qui intervient. Okay. Il y a des gens qui sont tout le temps anxieux. Ils ont ce qu'on appelle l'anxiété trait. Et l'anxiété trait, c'est des gens qui veulent, par exemple, tuer une fourmi avec le revolver. C'est-à-dire qu'ils sont tellement inquiets, leur inquiétude est disproportionnée par rapport à la réalité. Merci. Par rapport à la réalité. Donc, ils ont des prévisions vraiment disproportionnées par rapport à ce qui se présente. Ceux-là, pour de petits trucs, ils ont l'insomnie. Bon, néanmoins, c'est pas parce que même si un psychologue voit clairement que cette personne, c'est à cause de la personnalité qu'il a l'insomnie, il ne devra pas le garder. Il faut toujours éliminer ce qu'on appelle les causes physiques et arriver chez le médecin. Si le médecin juge bon de lui mettre des médicaments, il doit prendre les médicaments. S'il ne prend pas, donc si quelqu'un reste quelque part, lui dit, bon, ne prends pas, ne fais pas ceci, celui-là lui aurait fait du tort. Même si il tombe sur quelqu'un d'autre, peut-être dans un village, si c'est un guérisseur, bon, il va lui donner ce qu'il faut en correspondant par rapport aux médicaments. Oui. Il faut toujours, disons, mettre la personne à l'aise, éliminer ses causes physiques d'abord, avant de voir s'il y a une possibilité de voir les problèmes sous-jacents. Si c'est d'ordre physique, ce serait réglé purement avec le médecin. Si c'est d'ordre psychique, ensuite, il sera référé alors au psychologue. Oui. On sait que d'habitude, ce qui n'est d'ailleurs pas conseillé, quand on souffre d'insomnie ou quand on constate qu'on ne dort pas bien, on prend des somnifères. Beaucoup en prennent. Combien de fois est-ce qu'il est conseillé d'en prendre pour dormir? Non, le baromètre, je pense que c'est la référence médicale. D'accord. L'automédication n'est pas une bonne chose. Oui. Pour plusieurs raisons. L'automédication, parce que la dose qu'il faut, comment il faut faire, comment il faut arrêter, il n'y a que le médecin pour vous dire la conduite à tenir. Par exemple, si moi je reçois des patients qui me disent j'ai arrêté tel produit, moi je dis non, vous ne pouvez pas le faire. Parce que votre médecin, forcément, lui doit vous dire la conduite à tenir. Ça, c'est une obligation. Docteur Nsou, vous proposez une autre alternative pour répondre au manque de sommeil, notamment à l'insomnie, c'est la médecine douce. Dites-nous concrètement, qu'est-ce que vous faites? Et en médecine douce, il y a plusieurs choses. D'abord, le fait de rester dans des chaussures fermées, pointinines, à longueur de journée, crée d'énormes problèmes au cerveau. Parce que le cerveau, en réflexologie, c'est le gros orteil. Les pointinines et les talons que les femmes portent les créent d'énormes problèmes de maux de tête.
Quand il y a les maux de tête, la femme ne peut pas dormir. Donc, nous conseillons d'abord les chaussures adéquates par rapport aux chaussures inadéquates. Même si vous portez les chaussures pointinines inadéquates, arrivez au boulot, il faut les enlever. Restez libre. En sortant, vous remettez. Il y a ça. Nous proposons l'alimentation. Comme je viens de le dire tout à l'heure, l'alimentation à 90% règle des problèmes de santé. Alors, il faut faire face aux micronutriments, c'est-à-dire du vivant, les vitamines et les minéraux qui se trouvent dans les fruits, les crudités. Il faut bien prendre soin, les laver pour éviter la fièvre typhoïde et autres. Ça, nous proposons également ça. Nous proposons les massages. Et surtout, les massages permettent de vider le plexus solaire dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est la centrale de nervosité. Et tout ce que nous régurgitons, nous les mettons là. Il faut se débarrasser de ces émotions négatives. C'est un fardeau pour beaucoup de personnes. On préfère les garder. Surtout les femmes ne s'en débarrassent jamais. Les femmes mettent ça. On dit enfant, et nous signons à votre. Donc, ce que vous proposez essentiellement, c'est de rester positive, de pouvoir trouver des alternatives pour se libérer du stress. Et peut-être, parce que vous n'êtes pas trop dans des médicaments, il y a des plantes que vous proposez également pour permettre à la personne de bien se reposer et de dormir. Pour conclure très rapidement, qu'est-ce qu'une bonne nuit? Une bonne nuit? Oui. Une bonne nuit du point de vue santé ou bien quand les amoureux se disent non, non, du point de vue santé, bien évidemment, on parle d'insomnie. La nuit, par référence à la santé, c'est le temps de sommeil normalement. Donc quand on dit la nuit est bonne, c'est que la personne a eu un sommeil reposant normalement. Donc je pense que c'est ce qu'on peut mettre dans bonne nuit. Pour vous, docteur Onsou, une bonne nuit, quand est-ce qu'on dit qu'on a passé une bonne nuit, qu'on a bien dormi? Comme il a dit, une bonne nuit, c'est un sommeil sans agitation, sans couper de réveil, et sortir pour boire de l'eau ou pour pisser. Ça, c'est une bonne nuit, une nuit pesante. Merci à vous pour vos interventions sur cette émission. Ce sera tout pour aujourd'hui. Pour éviter les insomnies, n'hésitez pas à suivre les signaux d'éveil que vous adresse votre corps. Si vous n'arrivez pas à dormir ou si vous êtes réveillé depuis plus de 20 minutes, levez-vous, faites autre chose. Si vous êtes réveillé le matin, ne cherchez pas à prolonger votre sommeil à tout prix, mais au contraire, levez-vous, commencez votre journée, surtout déstressez, suivre son organisme et s'il le faut, aller voir un médecin. Ce sera tout pour ce numéro de votre émission Tous Concernés. Je vous retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir.